الزول في اللون في قوادم سلايو سنكي في وفغا نوميرو بوعلام صنصال كنت ولا ميوكي سلن داين يسوهمن لكن ناند سلويتنا الجزائر تناد من تلساني ثنا اليومانيزم اسلوين الالمان اي سنان اي تبون سلوين الجزائر لكن دولا قراص دي السرح اي بوعلام صلصال داجني قلان ثولام ديالك يفرد مشا قيم ديسقسيين اشكون ميلا علم نتلسانيت اليومانيزم ماشي د نتا كانت يوغن طاسيت يوغن ما دير مزيان يقوم سلاي فلاس وسنكين محمد تجديث إلا وسلوين جياس كارقبور شريف ملال لا تلاوين كشبان ميرا مكناش نروح لبعيدة كين 20 يسقوسنا يا ثغا محمد بابا نجار زافير يكتوسنن 20 يسقوسن ديال الحبس يواشو ماشي من تلسانية تد السفن هي ذا شتي كود ناوي ذا مسلايك ذن فيكينا ثوم ثاني ميز سوكي امستان صالح الدبوز ماينا زوف لك صالح Azul Rachid, Azul les téléspectateurs qui regardent la télévision. يوكني غادي يعدي يزن لكن فهم وياض تدي ولد كدير فرانسيس صالح la première réaction par rapport à cette sortie inattendue presque une année depuis que Balam Sassal se trouve en prison suite à la recommandation au conseil de président allemand, il a été libéré. Mais le 16, ça fera exactement une année qu'il a été emprisonné. C'est quoi votre réaction par rapport à cet événement, Salah? Alors, premièrement, pour certains, c'est inattendu, mais pour d'autres, c'était attendu. Peut-être même ça a trop duré pour d'autres. Pourquoi? Parce que tout simplement, moi personnellement, par exemple, je considère Boualem Sassal comme un otage chez le régime algérien, sous couverture de détenus, soi-disant d'opinion. Et en fait, c'était un otage qui était pris en otage par rapport au dossier du Sahara occidental parce que la France avait changé de position. Et donc le pouvoir algérien voulant faire changer cette position à la France, elle avait commencé des manœuvres hostiles envers le régime français, pensant lui faire changer de position, entre autres cette prise d'otage et la dégradation de toutes les relations. C'était un bras de fer engagé envers la France. Vous connaissez la mentalité des Algériens. Khsara ou la tsara. Je perds et je te fais perdre. Et même si je dois perdre beaucoup plus que toi, mais je vais quand même essayer de te faire perdre quelque chose pour essayer de... Euh, il me semble que le Français avait compris et il savait que c'était une question de temps parce que il savait que le chaos par rapport à ce dossier du Sahara occidental, c'est au niveau du Conseil de sécurité qui va avoir lieu. Et en effet, après que le régime algérien ait essuyé une défaite historique et humiliante dans ce dossier au sein du Conseil de sécurité, de sorte qu'il n'avait même pas le droit, pas le courage ou l'envie ou le vouloir, mais il n'avait même pas le droit de voter contre cette résolution qui ne l'arrangeait pas. Donc, il avait le droit que de pleurnicher. Il a pris 13 minutes pour dire nous, on n'est pas d'accord, c'est pas correct, et ça n'arrange pas les choses, et nous souhaiterons que, voilà, que les principes soient respectés, etc. Mais il n'avait pas le droit surtout de dire non, ni de s'abstenir. La parole est maintenant à l'Algérie. Monsieur le Président, mon pays n'a pas participé au vote sur ce projet de résolution portant renouvellement du mandat de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Donc, il a fait le choix de s'absenter de ce vote,
de ne même pas assister au vote. Donc, il avait sorti, il était sorti quelques secondes et revenu pour ne pas dire son avis par rapport à cette opinion, parce que, à mon avis, il était interdit de s'opposer à cette résolution, même sous forme d'exprimer une abstention. Parce qu'exprimer une abstention, c'est un vote. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères l'avait même dit qu'ils étaient à deux doigts de voter pour la résolution. Si ce n'était ce mot qui avait tout fait basculer et qui disait que le Sahara reste sous la souveraineté du Maroc. C'est ce qui a fait que l'Algérie ne pouvait pas voter oui. Mais moi, je dis qu'elle n'avait même pas le droit de dire non ou de s'abstenir. Bref, ceci dit, après ce chaos, l'Algérie a vu que elle n'avait pas d'intérêt à garder encore plus Boualem Sansal, l'otage, et donc elle a entamé des pourparlers pour sa libération par l'intermédiation de l'Allemagne. C'est-à-dire il y avait, puisqu'il n'y avait plus de relations diplomatiques, ils ont accepté de négocier la libération de l'otage par l'intermédiaire de l'Allemagne. Mais Salah, est-ce que le choix du président allemand Frank-Walter Steinmeier, c'est un choix dicté par, par la France, par l'Algérie? Pourquoi l'Allemagne spécialement, pas l'Italie, pas la Suisse, pas autre pays? Pourquoi l'Allemagne? D'abord, l'Allemagne, ils sont spécialisés dans la libération des otages. Dire, nous avons vu les Allemands libérer les otages de Boko Haram au Nigeria. Et de la même manière que a été libéré Boualem Sansal. C'est-à-dire, c'est un avion militaire au bout de la négociation quand il y a eu l'accord. C'est un avion militaire et pas un avion civil, ni de la Croissant, du Croissant Rouge, ni n'importe quelle autre organisation. C'est un avion militaire qui se déplace à Alger pour prendre l'otage, l'emmener dans un hôpital militaire pour lui prodiguer les soins, pour un petit peu le retaper, entre guillemets, et pour le remettre à l'autre partie. Donc ça, ne serait-ce que dans cette procédure, il est clair que c'est une procédure de libération d'otages. Ensuite, si c'était une question d'élargir Boualem Sansal, de le libérer pour des raisons humanitaires, ben, il aurait pu être libéré en Algérie pour des raisons humanitaires et rester en Algérie pour se soigner. Être libéré et pris dans un avion militaire allemand qui était là en attendant, c'est-à-dire l'avion allemand était, d'après certaines sources, était arrivé à Alger même avant que le message du président allemand n'arrive chez Tebboune. C'est-à-dire ce message, c'était une sorte de sortie de secours pour donner un soi-disant argument qui peut expliquer que voilà, Tebboune est pour la première fois depuis l'indépendance fait une grâce sans qu'il y ait une occasion habituelle classiquement, c'était les 5 juillet ou le 1er novembre, ou parfois à l'occasion de fêtes religieuses, parfois. Mais ce n'était pas nominatif. Toutes les grâces n'étaient jamais nominatives. C'était toutes des grâces qui touchaient un certain type de condamnation. C'est-à-dire, ils vous disent dans le décret de grâce, les gens qui étaient accusés de tel et tel et tel et tel délit ou crime, qui ne sont pas impliqués dans tel et tel, sont graciés, qui ont passé la moitié de la peine ou une grande partie de la peine, ou qui ont... C'est-à-dire, c'est général, ce n'est pas personnel. Or, cette grâce personnelle contre la seule personne qui était condamnée par Tebboune lui-même. Même Euh, pas,
avec des propos qui ont étonné le monde, hein, avec c'est-à-dire des propos vraiment qui ont touché l'honneur de l'écrivain, l'honneur même. انت تبعت لي واحد لص مجهول الهويه مجهول الاب يجي يقول لك الجزائر نصها كان تاع الدوله الفلانيه. Oui, voilà, donc c'est-à-dire il y a une contradiction énorme, c'est-à-dire flagrant. flagrante, c'est-à-dire vous allez gracier une seule personne et la seule personne que le président avait même insultée, qu'il avait vraiment euh, très lourdement condamné avant la justice, qu'il avait traité de traître et de tous les mots, c'est-à-dire et après une grâce pour des raisons humanitaires. Mais bon, si vous graciez une personne pour des raisons humanitaires, il y a des milliers de personnes qui méritent d'être graciées pour des raisons humanitaires, qu'ils soient des détenus d'opinion, que le régime algérien ne reconnaît pas. Il dit que nous Hein. n'avons pas de détenus d'opinion, on a des criminels ou des délinquants. Alors, pour des raisons humanitaires, il y a, je dirais, des dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de personnes qui méritent d'être au moins élargies, si ce n'est pas libérées, pour raisons humanitaires. Non, personne ne bénéficie de cette mesure pour raison humanitaire, à part Boualem Sansal. Donc, il est clair et net que c'est une question de prise d'otage sous couverture de condamnation farfelue et c'est une question de libération d'otages vu la procédure de l'intermédiaire allemand qui est spécialisé dans la libération des otages. On a l'habitude de voir les Allemands libérer des otages, on n'a pas l'habitude de voir des Italiens ou d'autres particulièrement, même des Américains ou même des Anglais, ils n'ont pas l'habitude d'intervenir pour libérer des otages. Or, les Allemands, ils ont une très grande expérience. Ensuite, ce sont les Français qui avaient choisi l'intermédiaire. L'opération avait commencé à l'initiative de certains responsables français en collaboration de l'ambassade de l'Allemagne à Paris. C'est-à-dire que ce n'était pas des responsables algériens en collaboration de l'ambassadeur allemand à Alger, non, c'était Hein. des Français, vu qu'il n'y a plus Je de... pense même que c'est Macron qui l'a dit, comme quoi c'est eux qui ont commencé. Non, mais Ouais, la presse française commence à livrer ouais, certaines facettes d'accord, de c'est cette un affaire. Et détail. le plus important est que Boualem Sansal, en tant que citoyen français, était pris en otage en Algérie par les autorités algériennes, que en France, il y a eu une grande mobilisation qui commençait à prendre des ramifications même en Europe. Il y avait même une résolution qui se préparait au niveau du Parlement européen pour condamner cette arrestation et lancer un appel pour la libération de Boualem Sansal, etc. Et il y avait l'effet de boule de neige qui commençait à prendre. Et donc, c'est en ce moment-là que cette négociation est vue que les Algériens avaient perdu tout espoir dans le dossier du Sahara occidental, donc ils se sont retrouvés en rupture totale avec les Français, avec qui ils coopéraient dans d'autres dossiers, en relation avec la Libye et le Sahel. Et donc, les Algériens, les autorités algériennes se seraient retrouvées perdues dans ces deux dossiers, sans coopération avec les autorités et les services de renseignement français et même l'armée française, qui a d'ailleurs quitté certaines positions très, très stratégiques au Sahel, laissant un vide qui maintenant menace la stabilité de toute la région du Sahel et même du sud de l'Algérie. Donc, sous cette contrainte, les autorités algériennes, puis même sur la communauté algérienne en France, il y a eu de retombées parce que même les Algériens qui sont en situation régulière en France et qui ont vu leur titre de séjour expirer, n'ont pas pu le renouveler et du coup, ils se retrouvent dans des situations difficiles. Il y a des étudiants, il y a des gens qui travaillent
et ils ne bénéficient plus de couverture sociale, ils ne bénéficient plus de commodités pour bouger, pour continuer. C'est-à-dire, ils sont très gênés. Je connais beaucoup d'amis qui sont dans une situation pareille et ça a commencé à peser sur les autorités algériennes. Et puis même les menaces des autorités françaises sur les intérêts des dignitaires qui commençaient qu'on commençait à entendre par certains députés. Et même ce geste très symbolique du vote du Parlement en faveur de la dénonciation des accords de 68, qui pourrait, c'est-à-dire qui pouvait ramener le, certains avantages, même si les autorités algériennes disent que ces accords sont pratiquement vidés de leur contenu. Mais quand on voit la réaction par rapport à ce vote et des Algériens qui disent que non, ça ne doit pas se faire de cette façon, ça veut dire qu'il y a encore des choses intéressantes dans ces accords en faveur des Algériens qui, s'ils sont dénoncés par les Français et qui mettraient les Algériens au même pied d'égalité avec tous les autres étrangers en France, serait un peu difficile pour l'Algérie. Donc il y a toute cette pression qui a fait réagir les Algériens en faveur d'une reprise de relations normales, mais sans que la France obéisse à ces pressions. Et donc, selon certaines sources, bon, on verra après parce que là, on ne peut pas se prononcer, mais il me semble que l'Algérie va reprendre sa relation avec la France diplomatique, mais ça sera en laissant beaucoup de plumes. C'est-à-dire ça sera avec les conditions de la partie française, à mon Donc, avis. vous prévoyez que l'Algérie va vouloir établir ses relations avec la France, mais il y a un autre clou dans l'affaire, c'est qu'il y a Barham Sansal, c'est un citoyen français depuis une année, mais il y a aussi le journaliste français qui est français de naissance, Christophe Glaise. Et comment tu vois son affaire, lui? Je pense, à mon avis, il va aussi être libéré, peut-être avec une grâce encore plus large qui peut toucher certains Algériens. Mais il est clair que, même dans son discours, Macron a un petit peu sous-entendu qu'il va être libéré parce qu'il a dit en attendant la libération de l'autre détenu qui est toujours en Algérie. Donc, en attendant, c'est-à-dire que les Français ne vont pas ils ne vont pas lâcher le coup. Pour rappel, c'est juste dans un peu plus de 2 semaines, exactement le 3 décembre, qui est fixé le procès en appel de Christophe Glaise. Salah Debouze, il l'a mentionné. Il se peut qu'il va y avoir une grâce, même comprenant certains Algériens, et je profite de... Peut-être qu'il va être condamné pour la période qu'il a passée en prison pour être élargi, pour être libéré. Comme ils font d'habitude, c'est ça, quand ils Voilà, vont... peut-être qu'ils Voilà. vont lui couvrir juste la période qu'il a passée en prison. Le reste, il peut être avec sursis par exemple, s'il a passé une année, ils vont dire 4 ans dont une année ferme. Ça peut être pour éviter une grâce encore supplémentaire avec un Français, ça va être trop vu pour dire que, écoutez, c'est parce que c'est des Français que vous êtes en train de gracier. Et peut-être que le pouvoir, si, à mon avis, si l'opinion reste effervescente comme elle l'est, parce que tout le monde est choqué, comment ça se fait que tous les Algériens restent en prison et que celui-là, que Tebboune avait lui-même insulté et condamné avant même que la justice ne le condamne, soit libéré et transféré tout de suite après vers la France, c'est vraiment humiliant et c'est révoltant. Donc, je suis certain que si cette effervescence reste, le pouvoir, il n'aura pas le choix que de céder et de libérer selon le degré de la colère, il va commencer à libérer. Si la colère est énorme, il va libérer le maximum. Mais si la colère, elle est juste un petit peu comme ça, c'est des foyers de colère, il va essayer de calmer ces foyers par quelques libérations.
D'accord. Salah, je vais citer quelques noms avant d'arriver à Mohamed Babanjar. Mais avant cela, je vais mentionner un autre cas qui est de Chérif Bellel, l'ex-président de la GSK, dont sa famille, elle a écrit hier un communiqué, à savoir que Chérif Bellel lui-même, qui a vécu 23 ans en Allemagne, il est depuis le 19 janvier 23 qui est placé en détention provisoire. Et la dernière condamnation, elle a été condamnée dans un premier temps à 18 mois de prison ferme le 15 octobre 23 et l'année passée, le 9 octobre 2024, elle a été condamnée à 4 ans de prison. Le président allemand qui est derrière cette libération de Barham Sassad, tout le monde espère que peut-être le président allemand fera un geste envers Chif Millel et bien d'autres aussi. Que pense Salah Debbouz? Je pense que j'ai écrit ça pour un petit peu euh, m'amuser, mais je pense que c'est vrai. J'ai dit dans un des posts que j'ai publié sur Facebook que celui qui cherche une grâce s'adresse au président allemand pour l'obtenir parce qu'il paraît que Tebboune yahchem, entre guillemets, mais le président allemand, s'il lui demande de libérer quelqu'un, il va le libérer. Mais je pense que c'est vrai. Je pense que surtout la communauté algérienne, d'ailleurs, je lance un appel aux gens qui ont des personnes en détention pour leur opinion, de s'organiser pour essayer de faire quelque chose en Allemagne en faveur des détenus et à l'adresse du président allemand pour lui dire, nous avons des détenus du président allemand pour lui dire, nous avons des détenus d'opinion en Algérie qui sont qui méritent d'être libérés pour des raisons humanitaires au même titre qu'elle a été Boualem Sansal. Sinon, peut-être qu'ils sont dans des situations encore pires que Boualem Sansal. Je lance un appel à tous les Algériens qui ont des détenus de s'organiser pour qu'on aille tous ensemble Ouais. devant le siège de la présidence ou devant n'importe quelle organisation allemande pour demander devant l'opinion internationale, exposer tous les cas, expliquer pour demander l'intervention des autorités allemandes pour libérer les détenus d'opinion qui sont pris en otage par les autorités algériennes parce que les autorités algériennes n'acceptent pas qu'on donne une opinion qui ne leur convient pas. Donc, je pense que ça peut être utile. Malheureusement, on ne peut pas tous les citer, ils sont nombreux, on cite quelques noms, dont Mohamed Tajaddit, le poète, le jeune poète, qui malheureusement, il a été condamné pour 5 ans. Mohamed Tajaddit, c'est un jeune poète, on ne comprend pas comment un poète comme lui, un jeune, on espère aussi que lui, et bien d'autres, ils sont nombreux là, ils sont des centaines et des centaines, dont les grandes parties c'est des Kabyles comme on sait, Béram Mouknesh universitaire, on va pas passer notre temps à les citer tous. Donc, j'espère dans cette grâce dont vous parlez, là, ils seront touchés incessamment. Je Que pense... lance un appel pour que chaque détenu d'opinion soit représenté au moins par une personne qu'on forme une équipe pour faire le nécessaire devant les autorités allemandes pour exiger leur libération avec notre présence physique, soit par une Mhm. marche, soit par un sitting. Et j'insiste sur ça. Je pense que c'est une voie qui peut servir à libérer les détenus d'opinion et chaque détenu d'opinion, tant qu'il ne soit pas relâché, qu'on fasse des mouvements en Allemagne jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Il faut trouver un moyen pour ça. Voilà, donc vous avez tous entendu Maître Salah Bouz. Donc on espère que tous les uns et les autres vont s'organiser pour faire pression au président allemand pour faire autant avec tous les autres détenus d'opinion. Et je termine avec Maître Salah Debbouz concernant, encore une fois, le plus ancien détenu, Mohamed Ben Bachir Baba Nedjar. 20 ans, 20 ans exactement, 2005-2025. Et cette lettre que vous êtes en train de voir, publiée au fait par son frère Abdelaziz, n'est-ce pas, Salah? Alors, c'est une lettre, voilà, Mohamed Babenjed ne peut pas transmettre de documents.
Il D'accord. a transmis cette lettre à son frère qu'il avait apprise par cœur dans une visite au parloir. Il lui Waouh. a dicté, il lui a fait apprendre cette lettre par cœur. Abdelaziz, le frère de Mohamed, il a appris cette lettre par cœur qu'il vient de publier ce matin. Je viens de reprendre la lettre originale qui était écrite en arabe. Elle est émouvante. Ça m'a profondément touché. J'ai même versé des larmes en la lisant, je ne vous cache pas, Mhm. parce que c'est un véritable message d'adieu. Ce Wow. n'est pas seulement ça. C'est-à-dire, il donne des conseils, il dit aux gens, je vous conseille de continuer la lutte, ne baissez pas les bras, il ne faut pas que les forces de mal gagnent et il ne faut pas que l'humanisme soit tué. Le message, il est très, très, très émouvant. C'est pour ça que j'ai essayé de traduire la lettre et il annonce une grève de la faim qui va normalement entamer à partir du 23 en novembre. Et il dit que ça se pourrait qu'il ne va plus s'en sortir parce qu'il est malade. Il est, Wow. et il dit que, sachant que je souffre d'une maladie chronique et grave, l'obstruction des artères du cœur. Mais comme il faut pas, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont dire, écoutez, il faut l'empêcher de faire la grève. Et puis, moi, je ne souhaite pas la mort d'un détenu, mais je dis aux Algériens, on ne peut jamais dire à un détenu qui est au fond de sa cellule quel moyen d'expression qui peut lui convenir. Et on ne peut pas dire à un détenu ne conteste pas ta situation et ne met pas ta vie en danger parce qu'il est le seul à savoir que parfois, même nous, on est en dehors, parfois, on juge certaines situations humiliantes et parfois, il y a des gens qui se suicident dehors. C'est pas un suicide qu'il cherche, mais il dit clairement dans cette lettre, je vais encore faire une grève de la faim au risque de perdre ma vie parce que je suis malade, mais je ne peux pas accepter cette humiliation et je ne peux pas accepter cette injustice. Il dit surtout que l'ONU s'était prononcée, je dirais, Mohamed Benjel, non seulement qu'il est le seul, le plus ancien détenu d'opinion, je dis aussi qu'il est peut-être, si ce n'est pas le seul, l'un des rares détenus d'opinion qu'il a obtenu une décision de l'ONU en 2023 qui avait examiné son cas en discussion avec les autorités algériennes qui avaient fourni tout ce qu'il faut pour dire qu'il est condamné d'une façon juste et que l'ONU avait déduit que c'est une condamnation non seulement arbitraire, c'est une détention non seulement arbitraire, mais il est condamné d'abord pour des raisons politiques, son opinion, mais surtout, et ce qui est plus grave, c'est bien dit dans cet avis du groupe de travail pour la détention arbitraire, sous, avec une arrière-pensée, même une pensée clairement raciste. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'un des groupes les plus faibles, les groupes sociaux les plus faibles en Algérie, ce sont les Mozabites. Ce sont peut-être les seuls qui n'ont pas de cadre suffisamment placé pour les défendre. Vous avez le président de la PN qui est à Mozabit, il n'a jamais évoqué le cas de Mohamed Babanjel qui est soutenu par une décision de l'ONU qui a le poids d'une loi en Algérie parce que la Constitution dit que en Algérie que les conventions internationales sont supérieures à la Constitution. C'est-à-dire cette décision de l'ONU devait servir d'argument juridique assez fort que Tebboune, parce que c'est une décision qui était rendue en 2023, tout simplement pouvait prendre une décision de libérer, pas de gracier, de libérer Bebenjer Mohamed se basant sur cette décision de l'ONU en toute simplicité et de l'indemniser pour toutes les années qu'il avait passées en prison. Il ne le fait pas, il ne l'a pas fait. D'ailleurs, Mohamed Bebenjar en parle dans cette lettre.
Et j'invite tout le monde à lire ce message qui est très, très, très émouvant. Très bien, donc c'est ce qu'on dit la même chose. Donc on vous invite à lire le message de Baba Mohamed Babanja que vous pouvez trouver dans le site de la page Facebook de Salah Debouze. Rachid, je tiens à signaler une chose très importante. Je rends hommage ici à Maître Soufiane Choueter qui a fait le nécessaire pour obtenir cette décision et je vous dis avec mon expérience que ce n'était pas du tout évident. Ouais. C'est-à-dire, il avait, je dirais, une chance sur 100 d'obtenir une décision favorable. Mais avec son savoir-faire et avec tous les efforts qu'il a fait, il a pu obtenir cette décision qui est historique, je dirais. Mhm. Voilà, donc c'est ce que j'allais finir avec Maître Salah Choueter, Sofiane Choueter, pardon, qui fait un travail extraordinaire, non seulement dans l'affaire de Mohamed Babanja, mais aussi dans plusieurs autres affaires qu'il a réussi à introduire au niveau des instances internationales. Sofiane, on vous salue d'ici et on vous dit merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les droits de l'homme, la personne humaine, comme on dit ici au Québec. وكنا نفهموا كاع في مسات كاين محمد بابنجا او فنان واحد نولي كي غيون فيديو تيخدم صالح هذوك سكوس 2022 en 2020 كيلكز اكستري كان باش كندز اتسامو كاع ولي تسيد نو غالغون. Avenger Mohamed est en détention depuis le 27 octobre 2005, accusé d'avoir assassiné Bezzine Brahim. Le jour où il est allé au commissariat de police, parce que son père lui avait dit qu'il le cherche, des policiers lui ont dit que soit il dit que c'est frère Kameldine qui est derrière l'assassinat de Bezzine Brahim, et dans ce cas-là, lui il s'en sortira, parce que eux ils cherchent frère Kameldine. Sinon, s'il refuse de dire ça, il passera le reste de la vie en prison. Frère Kameldine, depuis cette date-là, était harcelé par la police et la justice de Tardeit, sans arrêt, jusqu'au 28 juin 2019, quand il est mort en détention. Frère Kameldine m'avait déclaré, une semaine avant sa mort, que ils ont programmé sa mort et qu'ils sont en train de l'exécuter. L'affaire de Bebenger Mohamed ressemble beaucoup à l'affaire de Khiyat Idrissi Tishabat Nourdin, qui sont en prison, accusés en premier temps d'avoir assassiné Allot Amr en 2016. Les deux meurtres ont été commis de la même manière. Deux individus encagoulés, habillés en noir, ont exécuté les deux victimes, Bezzine Brahim et Allot Amr, et ont pris la fuite sur une moto. L'un était incendié, l'autre était exécuté à l'arme blanche. La police, tout de suite, après de tels assassinats, prend des activistes pro-Kameldine Frère et les accuse. Les accuse d'avoir exécuté ces meurtres. Dans les deux dossiers d'assassinat de Bezzine Brahim et de Allot Amr, il n'y a aucun témoin oculaire sur les faits. Il n'y a aucun témoignage lié directement au fait du meurtre. Il y a seulement quelques témoignages interprétés comme étant des indices suffisants pour la condamnation des activistes désignés comme responsables de ces deux meurtres. Dans ces deux dossiers, on retrouve des activistes liés à Kameldine Frère. La police a tout fait dans ces deux dossiers pour désigner ces activistes comme
des activistes du FFS, de la Ligue des droits de l'homme, ou en liaison avec Kamel Din Fkhar, ça ressort très clairement dans l'enquête de la police. Le fait d'être en liaison avec Kamel Din Fkhar ou un activiste du FFS ou de la Ligue des droits de l'homme ne devrait en aucun cas ressortir dans l'enquête si ce n'était pas l'objectif des services de police et de la justice de coller ces deux assassinats aux activistes. Frère Kamel Din m'avait dit qu'il était programmé à mourir. Une semaine avant sa mort, il me l'avait dit. Et qu'ils sont en train d'exécuter ce programme. L'objectif était et toujours pour les autorités de Tardeit la liquidation de Kamel Din Fkhar et de tous les activistes en relation avec lui, en leur collant des crimes. Aujourd'hui, je mets un doute sur les gens qui sont derrière ce genre d'exécution. Pourquoi? Des notables, mozabites, seulement mozabites, sont assassinés par des encagoulés qui prennent la fuite sur des motos d'une façon sauvage. Pourquoi après on colle ça aux activistes en liaison avec Kamel Din Fkhar? Et pourquoi Kamel Din Fkhar est mort? C'est ça la bonne question et la seule question. Quand Kamel Din Fkhar a été arrêté la première fois en 2015, il a été accusé d'accusations beaucoup plus graves que les accusations contre Babenjer Mohamed, Riyad Idriss, Tichat Nourdine et beaucoup d'autres activistes. Il était accusé de tentative de meurtre avec préméditation, d'incendie volontaire, d'incitation au meurtre avec préméditation, d'incitation à l'incendie volontaire, de constitution d'association de malfaiteurs, et j'en passe. Il risquait la peine de mort au moins 5 fois, dans 2 dossiers très lourds. Quand je les avais présentés, ces dossiers devant l'ONU, après discussion avec le gouvernement algérien, avait conclu que toutes les accusations étaient abusives et qu'il fallait libérer Frère Kamel Din immédiatement, que les activités de Frère Kamel Din étaient légales et légitimes et que le gouvernement algérien devrait donner toutes les garanties à Kamel Din Fkhar qu'il ne soit plus jamais arrêté pour les mêmes raisons. C'est la raison pour laquelle Frère Kamel Din a été assassiné en prison. L'histoire de Babenjer, de Riyad, de Tichabet, de Kamel Din Fkhar et de tous les activistes mozabites, c'est une histoire liée et c'est un plan de liquidation d'un mouvement politique et humanitaire, moderniste, Omzab, avec la complicité de certains désignés par le pouvoir qu'on appelle les notables. Aujourd'hui, on se pose la question, qui utilise des encagoulés pour tuer des notables mozabites et seulement des notables mozabites et d'essayer de coller ça aux activistes politiques et humanitaires mozabites? Qui est derrière ça? C'est la même méthode utilisée, sachant que des ministres comme Louh, qui est en prison, des premiers ministres comme Sellali Ouihia, qui avaient beaucoup d'influence dans la désignation de responsables tels que le procureur général comme Ben Salem ou les Wali comme Chiri, qui étaient chargés directement de mettre fin à l'activité de Fkhar, de tous les activistes du genre, de partis politiques, de la mouvance progressiste, on va dire, des militants des droits de l'homme, qui osaient dénoncer des fautes graves commises par ces fonctionnaires-là au niveau local et au niveau national. Rappelons-nous comment le Wali de Tardeit, Azdim Mchiri par exemple, dans des discours devant tout le monde, se vantait de l'influence qu'il a sur la justice, des ordres qu'il donnait pour arrêter Fkhar, pour arrêter Debbouz, pour arrêter Ouf. Rappelons-nous
C'est dans ce cadre-là qu'il faut réouvrir le dossier Bebenjer Mohamed, est injustement, a été injustement condamné. Il est injustement en détention. Tebboune, alors candidat à la présidence, avait fait une déclaration que parmi ses priorités, entre autres, de relaxer, d'amnistier, de gracier les membres de la SABA injustement détenus. Alors moi je pose cette question à Tebboune. Es-tu censé être président des Algériens ou président d'une SABA? Si ta priorité est de réouvrir les dossiers des SABA que tu considères injustement détenus, en ce moment-là, tu as fait le choix d'être le président de la SABA. Si tu prétends être le président des Algériens, tu dois réouvrir les dossiers de tous les Algériens qui disent être injustement en détention. السيد عبد المجيد تبون، ما هي الأولويات الثلاثة الأولى للسيد عبد المجيد تبون الرئيس باختصار؟ الأول الدستور، قانون الانتخابات، والإعفاء المظلومين من العصابة. هذه الأولويات الثلاثة. Voilà ce que je dis sur l'affaire de Bebenjer Mohamed. Cette affaire est beaucoup plus grande que le dossier de Bebenjer Mohamed. Shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Salah, je pense, voilà, on a tout dit. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter, sinon, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie pour m'avoir donné l'occasion justement au bon moment pour Mm. dire certaines choses qui doivent être dites au bon moment aussi, parce que ça sert à rien de dire après coup que voilà, il fallait bouger. Nous avons perdu beaucoup de gens dans les prisons. Beaucoup de gens se font humilier tous les jours en Algérie. Il y a des situations d'urgence qu'il faut savoir crier au bon moment, mais le travail, il y a tout un travail à faire. Ce n'est pas un système politique qui convient aux Algériens, c'est clair et net. Il Mhm. faut tout refaire et il faut être déterminé et savoir ce qu'on veut et avoir le courage de trouver les ressources nécessaires pour changer tout ça. سيب سلاينا كاين مسافة كيران تدويل كي دي سملان ومستان صالح دبوز مازال نغال غونس ما إلا إلا دومينو في سيار دينا ودينا قيمة في ثلويث